Cet herbicide ne présente pas, je cite, de domaine critique de préoccupation. De quoi ravir notre ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui a déclaré au journal Ouest France « On fait confiance à la science ». Je ne suis ni médecin ni scientifique, je veux juste dire que ce débat est totalement irrationnel en France. Ça n'a rien à voir avec la science. On est là dans de l'effacement de la science au profit de décisions qui sont purement économiques ou politiques. Bonjour à toutes et à tous. Le glyphosate est-il dangereux pour la santé? À l'énoncé de cette simple question, on pourrait penser tout bêtement que la réponse à apporter fut tout aussi simple. Demandons à la science. Et puis voilà. Oui, mais voilà, justement. Comme vous pouvez le constater régulièrement, la question ne semble pas se résoudre aussi facilement, revenant invariablement dans le débat public. Et c'est aujourd'hui du fait de la proposition de la Commission européenne de renouveler l'autorisation du glyphosate dans l'UE pour les 10 prochaines années que le marronnier médiatique est relancé. Et l'une des particularités de ce marronnier médiatique, c'est qu'il s'agit d'un marronnier médiatico-scientifique, dans lequel les deux camps se revendiquent, souvent ostensiblement, du côté de la science, et parfois même du côté du consensus scientifique. Mais comme logiquement un consensus scientifique ne peut pas donner à la fois raison à une chose et son contraire, il nous faut bien admettre que la réponse à la question initiale va s'avérer un poil plus complexe que la simplicité apparente de son naïf énoncé. Alors, que dit la science sur la dangerosité du glyphosate? Le principe de précaution va-t-il à l'encontre du consensus scientifique? Et est-il possible de prendre une décision basée sur la rationalité scientifique plutôt que sur l'idéologie? Entre science, société et politique, on fait le point sur le glyphosate. Bienvenue dans l'Argumentarium. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous vous Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder la science. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse dans le militantisme politique. Ah, le glyphosate, quel sujet imprévu, passionnant. Car vous avez été nombreux lors de mon petit sondage à exprimer votre préférence pour ce sujet, plutôt qu'une vidéo plus cool, détente et théorique sur la vulgarisation scientifique. Montrant donc qu'après les mégabassines et le Lyon-Turin, vous n'étiez pas assez rassasié de sujets polémiques. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez rejoindre cette charmante communauté d'énergumènes, eh bien n'hésitez pas, l'abonnement, la cloche, tout ça. Bref, sans plus attendre, on plonge dans cette polémique d'ampleur qui se joue à l'interface science-politique et qui va nous occuper un moment. Vous avez dû vous apercevoir que cette vidéo était un poil plus longue que les précédentes. Une polémique dans laquelle beaucoup d'acteurs s'invectivent, se confrontent dans un combat titanesque pour la vérité scientifique, la politique basée sur les faits, et pourquoi pas le salut de la société tout entière. Mais dans quoi vous m'avez embarqué? On va pas se faire que des copains là, vous en avez conscience au moins? Alors même si je suis certain que vous êtes déjà un peu au fait du sujet, on va quand même repartir des bases pour essayer de comprendre un peu ce qui se joue là. Et on commence donc par le commencement. Le glyphosate, c'est quoi? Le glyphosate est une molécule de synthèse inventée pour la première fois dans les années 50 par le chimiste suisse Henri Martin. Synthétisée une deuxième fois par la désormais célèbre entreprise Monsanto en 1970, elle est intégrée en tant qu'agent principal dans un cocktail commercialisé sous le nom lui aussi mondialement connu de Roundup et breveté en 1974. Bref, la particularité de ce produit, vous le savez normalement aussi, c'est que c'est un désherbant redoutablement efficace, utilisé massivement en agriculture contre les adventices. C'est les mauvaises herbes en gros. Le glyphosate est donc un pesticide, et plus précisément un herbicide, qui a le bon goût d'être un herbicide dit total. Il désherbe absolument tout, puisqu'il va inhiber une enzyme particulière, le PSP synthase, spécifique aux plantes et à certains micro-organismes pour leur biosynthèse, mais qui est absente chez l'être humain et les animaux en général. Extrêmement pratique donc et peu onéreux, ce désherbant est très souvent associé dans le monde à des cultures OGM résistantes à son action. Mais en France, où les OGM sont interdits, il est majoritairement utilisé en interculture, c'est-à-dire pour préparer le champ à la semence en se débarrassant des plantes inutiles qui ont poussé dessus, et notamment en agriculture de conservation des sols. Mais comme je ne doute que vous n'êtes pas là pour avoir une lecture certes agréable, mais un poil convenu de la page Wikipédia de ce produit, on va s'arrêter un peu là pour le descriptif et rentrer dans la problématique. La problématique, pour la faire courte, c'est que les pesticides, même s'ils sont extrêmement pratiques pour faire l'agriculture, se sont parfois révélés dangereux pour la santé humaine et ou l'environnement a posteriori,
après parfois plusieurs années, voire plusieurs décennies d'utilisation, comme le DDT, la chlordécone ou l'atrazine par exemple. Dès lors est survenue l'idée, pas totalement infondée, que si de tels produits de synthèse sont chimiquement conçus et sélectionnés pour buter des trucs vivants, que ce soit des herbes, des champignons ou des insectes, alors il est possible qu'ils aient un petit effet collatéral, notamment sur la santé humaine, puisque, nous aussi, on est des êtres vivants, jusqu'à preuve du contraire. Du coup, on est tenté de dire qu'il y a une réponse simple à cette interrogation légitime. Il suffit de demander à la science. Donnons-lui un peu de temps et elle apportera des réponses sur lesquelles les agences sanitaires pourront se baser pour éventuellement appliquer le principe de précaution et encadrer, limiter, voire interdire l'utilisation de telle ou telle molécule. Mais quelle très bonne idée pleine de bon sens, dites-moi. Seulement, c'est un peu là que les problèmes commencent, car cette belle idée pleine de bon sens va se heurter à un gros paquet d'obstacles scientifiques et politiques que l'histoire du glyphosate va parfaitement illustrer, produisant un formidable clivage entre les défenseurs et les opposants à ce produit, chacun s'illustrant dans des argumentaires s'appuyant sur la science, justement. Nous voilà bien avancés. Pas le choix donc, on va devoir se plonger dans les argumentaires de chacun et explorer les tenants et les aboutissants de cette polémique. Et ça tombe bien puisque c'est le principe de la chaîne. Et cette fois-ci, on va adopter une approche un peu plus chronologique que d'habitude en partant de l'argument historique le plus mobilisé par le camp des défenseurs du glyphosate, la validation du dit produit par les agences réglementaires. Voilà donc notre premier et probablement principal argument en faveur de la défense du glyphosate. Selon l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui a rendu son rapport de renouvellement en juillet 2023, l'évaluation de l'impact du glyphosate sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement n'a pas révélé de sujet de préoccupation critique. Pour arriver à cette conclusion, l'agence européenne s'appuie sur plus de 2400 études validées dans un processus de relecture par les pairs, qui est la procédure de validation scientifique par excellence. De plus, l'EFSA s'appuie sur les conclusions d'une autre agence européenne, l'European Chemical Agency ou ECHA, qui avait rendu son avis en mai 2022, dans lequel elle indiquait ne pas changer de position depuis son avis de 2017, en concluant, une fois de plus, que la classification du glyphosate comme cancérigène n'est pas justifiée. Et là, à nouveau, l'agence déclare s'appuyer sur la base d'un examen approfondi des preuves scientifiques. Ces conclusions, qui restent dans la lignée des précédentes, vont également dans le sens d'autres agences de santé, en Amérique du Nord notamment avec l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement états-unienne, mais aussi les agences canadiennes, australiennes ou encore la FAO. Enfin, pour revenir en France, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, avait conclu dans un rapport de 2016 que le niveau de preuve de cancérogénicité chez l'animal et chez l'homme est considéré comme relativement limité. En bref, les agences de contrôle sont unanimes sur le point. Du coup, pour bon nombre d'observateurs, le consensus paraît assez conséquent pour conclure sans trop se mouiller au fait que le glyphosate est très vraisemblablement sans danger pour l'être humain au niveau d'exposition normaux. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, comme l'a si bien dit beaucoup de monde apparemment. Cette avalanche d'avis consensuels de diverses agences de santé, de protection de l'environnement et ou d'alimentation est donc certes impressionnante, mais elle ne suffit pas à disqualifier la potentielle dangerosité du glyphosate. Après tout, de très nombreuses substances étaient également considérées sans danger par ces mêmes agences avant qu'elles ne le deviennent finalement, du fait de l'avancée des connaissances scientifiques. Alors ces agences pourraient-elles se tromper et faut-il laisser plus de temps à la science ? Eh bien, pour les défenseurs du glyphosate, c'est toujours possible, oui, d'ailleurs on n'est jamais contre toujours plus de science, mais on insiste quand même sur le fait que ce produit est désormais très bien connu et documenté depuis des décennies. Outre le fait qu'il est utilisé massivement depuis 50 ans partout dans le monde, puisque c'est le pesticide le plus vendu et le plus répandu sur la planète, il se trouve que le brevet qui l'accompagnait est tombé dans le domaine public en 2000, et que cela fait donc maintenant 2 décennies que les scientifiques ont tout loisir d'étudier le glyphosate sous toutes ses coutures. Et ça, sans compter que, même si elles sont tenues de protéger le fameux secret des affaires, les agences de santé ont tout de même exigé de la part des industriels un grand nombre de tests et de preuves de l'innocuité du produit. Ce sont les fameuses études réglementaires, celles qu'un industriel
est obligé de fournir pour toute demande de mise sur le marché d'une nouvelle molécule et qu'on retrouve, du coup caviardé, sur les rapports de l'EFSA. Les défenseurs du glyphosate insistent donc d'une part sur le fait qu'aucun scandale sanitaire n'ait été imputable au glyphosate ces 50 dernières années, et d'autre part que les scientifiques semblent toujours, à ce stade, dans la plus grande difficulté à démontrer formellement la dangerosité du glyphosate. Pour soutenir cette position, ils s'appuient très régulièrement sur une très vaste étude scientifique de cohorte indépendante menée aux États-Unis depuis les années 90 sur plus de 50 000 agriculteurs. L'Agricultural Health Study, ou AHS. Notez bien l'étude, elle est importante. Dans une première publication de celle-ci, datée de 2005, les scientifiques ne constatent ainsi aucune différence dans le développement de 12 des cancers les plus répandus entre les groupes d'agriculteurs utilisant le fameux pesticide et le groupe ne l'utilisant pas. Rien. Nada. Réactualisée en 2017, l'étude reste tout à fait formelle. Aucune différence n'est constatée entre les différents groupes d'agriculteurs. Bref, nous avons là affaire à ce qui se rapproche le plus d'un consensus scientifique. Selon toute vraisemblance, et même si le glyphosate se révèle un jour dangereux dans certains cas très précis, ce sera sans commune mesure avec l'exposition à d'autres produits du quotidien bien plus problématiques. Car pour finir, et ce sont probablement les arguments les plus vulgarisés et les plus faciles à diffuser auprès du public, il convient de remettre le danger du glyphosate en perspective. Tout le monde sait bien que c'est la dose qui fait le poison. Personne ne vous demande de boire 1 litre de glyphosate, ce serait probablement dangereux, mais c'est tout aussi dangereux d'avaler 1 kilo de sel, et on n'agite pas la peur du sel en permanence. Nous nous exposons bien plus au cancer et autres maladies mortelles avec notre consommation quotidienne de viande transformée ou d'alcool, qui eux sont bien des produits reconnus comme cancérigènes. Et que ce soit pour le sel, la viande ou l'alcool d'ailleurs, on insiste bien sur le fait que c'est l'excès, l'abus qui est dangereux pour la santé. Bref, pour le camp des défenseurs du célèbre herbicide, tout est dit, et il n'y a même presque plus à débattre de cette question. Le consensus scientifique est là, le risque est nul ou infinitésimal, et on ne transige pas avec le consensus scientifique. Douter de l'innocuité du glyphosate, c'est comme douter du réchauffement climatique ou de l'intérêt de la vaccination, voyez-vous. Si vous continuez de demander l'application du principe de précaution sur le glyphosate, c'est que vous êtes probablement un écolo bobo idéologisé, militant déconnecté du monde réel, voire un obscurantiste anti-science abusé par le sophisme de l'appel à la nature. En d'autres termes, vous n'êtes pas rationnel. Ah, quel bel argumentaire! Quelle sensation d'apaisement, de victoire de la logique et de la raison! Quelle agréable sensation de consonance cognitive, n'est-ce pas? Vous avez été convaincu, c'est normal. C'est un argumentaire très bien construit. Il est solide, il est logique, il s'appuie sur la science et le bon sens, il bloque par avance toute véritable possibilité de contre-argumenter sans passer pour un dogmatique. Bref, c'est un bijou d'engrenage et de mécanique d'horloger qui va invariablement mener à l'unique conclusion possible. Le glyphosate ne pose pas de problème de santé. Nous avons là affaire à un argumentaire quasi inattaquable et qui le serait probablement resté longtemps. Mais voilà. En 2015, un grain de sable vient perturber ce parfait petit engrenage rhétorique. Le Centre international de recherche sur le cancer, une structure de l'OMS qui fait référence dans le milieu scientifique, prend une décision qui va changer la donne. Après une longue et minutieuse évaluation de l'ensemble de la documentation scientifique disponible sur le glyphosate, il décide de classer la substance dans la catégorie 2A, cancérigène probable. Cette annonce fait l'effet d'une bombe dans les mondes médiatiques, politiques et industriels. Et si ces derniers se lancent dans une charge plus ou moins en règle contre le cirque, une partie du monde médiatique se tourne plutôt vers les agences de contrôle avec une question centrale. Pourquoi le cirque arrive-t-il à une conclusion différente des agences sur le glyphosate? Ces dernières seraient-elles défaillantes? Dès lors, l'emballement médiatique se met en branle. Des centaines d'articles et d'émissions voient le jour sur le sujet dans les mois et les années qui suivent. Des groupes militants tels que Greenpeace et Génération Future multiplient les campagnes d'alerte et de communication. Entre 2017 et 2020, un collectif appelé Campagne Glyphosate mène une vaste étude qui vise à quantifier le glyphosate dans les urines d'un groupe de près de 7000 volontaires en France. Relaté dans un papier de 2021 de François Larruvé, chercheur en sciences de l'information et de la communication, intitulé «
glyphosate, la guerre des urines a bien eu lieu, la campagne est relativement bien menée sur le plan méthodologique, encadrée par des huissiers et des scientifiques et en impliquant un laboratoire indépendant pour les analyses. Elle fera d'ailleurs même l'objet d'une publication scientifique dans la très officielle revue Environmental Science and Pollution Research en 2021. Et si la campagne souffre évidemment de quelques biais, ces résultats mettent en évidence un point particulier qui n'avait été que peu documenté auparavant. Plus de 99% des participants présentent des traces de cet herbicide dans leurs urines, y compris les personnes s'alimentant quasi exclusivement en produits de l'agriculture biologique. Alors, cette campagne ne démontre absolument pas que l'herbicide pose un problème de santé publique, hein. Attention, pas de surinterprétation. Il pointe simplement le fait que si le glyphosate présente un risque, alors tout le monde semble bien y être exposé. Or, comme le cirque a classé le glyphosate en cancérigène probable, la requête des organisateurs de la campagne, relayée par un grand nombre de médias à l'époque, est claire. Il faut que la recherche scientifique indépendante s'empare de ce sujet et mène des études poussées sur le glyphosate, et que la réglementation s'adapte à ces nouvelles données en appliquant le principe de précaution. Mais les défenseurs du glyphosate ne vont pas tarder à sonner la contre-attaque. Une contre-campagne de prélèvement d'urine est menée par la FNSEA en réponse à la campagne glyphosate, selon une autre méthodologie tout aussi valide scientifiquement. Et évidemment, elle aboutit à l'absence de résidus de glyphosate dans l'urine de plus de 90% des agriculteurs volontaires. Mais au-delà du débat sur la présence ou non de ces résidus, les défenseurs du glyphosate s'agacent sur un point particulier. Ce que les journalistes et évidemment les militants anti-glyphosate omettent de dire, sûrement par méconnaissance de la méthode et du fonctionnement scientifique, c'est que le classement en cancérigène probable du cirque ne remet pas en cause le consensus sur l'innocuité du glyphosate. En effet, celui-ci se contenterait de qualifier le danger du glyphosate, et non son risque. L'idée derrière cette subtile différence relativement méconnue du grand public, c'est que le danger est propre à un composé lui-même, indépendamment de son utilisation. Alors que le risque, lui, prend en compte l'exposition des personnes à ce danger. Par exemple, un lion, vous en conviendrez, c'est dangereux. Mais si ce lion est enfermé dans une cage, alors vous ne courez aucun risque. Et bien pour le glyphosate, c'est pareil. Même s'il est peut-être dangereux en tant que tel, les doses auxquelles nous sommes exposés sont tellement infimes que nous ne courons aucun risque sanitaire en population générale. Et d'ailleurs, si on s'en tient à nouveau aux résultats de l'étude AHS ainsi qu'à la campagne d'urine de la FNSEA, alors même les agriculteurs ne risquent rien. Selon les défenseurs du glyphosate, les agences telles que l'EFSA en Europe ou l'EPA aux États-Unis, elles, prennent justement en compte ce risque. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas aux mêmes conclusions que le cirque. Et selon toute vraisemblance, c'est bien cette méthode qui est la bonne si l'on veut prendre des décisions politiques. Le consensus scientifique reste donc, selon eux, inchangé. Le glyphosate ne présente aucun risque à utilisation normale. Il n'y a donc pas de sens à agiter des peurs irrationnelles visant à appliquer un principe de précaution qui mettrait en péril des milliers d'exploitations agricoles. La messe scientifique est redite, peu importe ce qu'en pensent les militants anti-glyphosate et les journalistes qui s'en font les relais. Pourtant, en 2015, l'annonce du cirque produit son petit effet sur la communauté scientifique. Elle est claire sur le peu de travaux qui étaient menés jusque-là par quelques dizaines d'équipes à travers le monde, contrairement à une idée reçue. La décision du cirque et la polémique mondiale qui s'ensuit provoquent un effet boule de neige. Partout dans le monde, le nombre d'études scientifiques explose. Les procès contre Monsanto se multiplient et les instituts de référence sont sollicités pour produire des rapports et des études sans cesse réactualisés. Et dans les années qui suivent l'annonce du cirque, les résultats finissent par tomber les uns après les autres, confirmant en partie les conclusions du cirque. L'innocuité du glyphosate ne semble absolument pas avérée. Selon un nombre grandissant d'études, le glyphosate, ses composés liés et son métabolite, la MPA, semblent associés avec des présomptions de liens à long, de faible à forte, avec de très nombreux effets négatifs, génotoxiques, neurotoxiques et endocriniens. Des présomptions s'appuyant sur de multiples méthodes, couvrant plusieurs champs disciplinaires et impliquant des équipes toujours plus nombreuses. Le champ même de la toxicologie continue d'évoluer à cette période. Beaucoup d'études scientifiques mettent en évidence des mécanismes qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, notamment sur des effets de perturbation des organismes à des doses infimes, des phénomènes d'exposition chronique, d'accumulation, d'addition à d'autres facteurs,
ou encore des potentiels effets cocktails. Pour certaines substances, c'est même le fait qu'elles existent à faible dose qui font leur dangerosité, car passant sous les radars, elles ne déclenchent pas les réponses immunitaires qui permettraient pourtant au corps de se défendre correctement. Remettant en question la fameuse maxime de Paracels, il n'est dorénavant plus question d'affirmer que c'est la dose qui fait le poison. Pour revenir au glyphosate, une étude collective de l'INSERM parue en 2021 fait le point sur l'ensemble de la documentation scientifique disponible. Rejoignant en partie les avis du CIRC, elle conclut ainsi au caractère génotoxique du glyphosate. Elle confirme également la présomption de lien moyen entre exposition au glyphosate et risque de cancer de type lymphome non-hodgkinien chez les professionnels utilisant le produit. Mais au-delà du potentiel effet cancérogène, les scientifiques soulignent qu'en l'état actuel des connaissances sur le glyphosate, celui-ci pourrait très bien avoir en plus des impacts sur le microbiote intestinal, sur les mitochondries ou les connexions neuronales, par exemple. L'INRAE, pour rester en France, va également publier en 2021 une revue bibliographique sur le glyphosate et ses composés liés et conclura à un effet de perturbation des fonctions reproductives chez l'animal et l'être humain. Et là, je ne parle que des recherches effectuées avant 2020. Depuis 3 ans, les études continuent de pleuvoir et les alertes de scientifiques se multiplient. Ceci dit, il faut être clair, nous sommes là en train de parler d'études récentes, généralement sur des expositions professionnelles qui établissent des liens par association, et pas des liens de causalité qui restent très difficiles à démontrer pour le glyphosate. Nous sommes typiquement dans la science en train de se faire, et pas du tout dans de la science faite, établie. Et d'ailleurs, dans la monographie du CIRC comme dans l'étude de l'INSERM, on trouve aussi de nombreuses études qui ne concluent pas à l'association entre glyphosate et telle ou telle pathologie. Les scientifiques se gardent donc bien de conclure définitivement sur toutes ces questions et renvoient, comme à leur habitude, au fait de poursuivre les recherches dans ce sens. Mais ceci dit, ils alertent de plus en plus les pouvoirs publics sur un possible principe de précaution à considérer, principalement du fait de l'usage massif de cet herbicide. Il faut donc se rendre à l'évidence. Le prétendu consensus scientifique sur l'innocuité du glyphosate n'existe pas. Nous sommes là, dans le cas typique d'une controverse scientifique. Mais comment ça, il n'y a pas de consensus, me direz-vous? Quid de la différence entre risque et danger? Eh bien, si c'est un argument qui se base sur une logique assez implacable, il est en fait assez peu pertinent dans cette polémique. En effet, le CIRC base effectivement une partie de son avis sur le danger du glyphosate comme caractère intrinsèque, mais il se prononce également sur les effets de son exposition, et donc bien du risque associé à celui-ci. Dans un document de questions-réponses que le CIRC a mis en ligne 1 an après sa publication sur le glyphosate, soit en 2016, le centre rappelle bien que son avis est basé à la fois sur des études menées sur des cellules et des animaux modèles, et des études menées sur les professionnels manipulant du glyphosate. Et ce sont bien elles qui concluent à un lien certes limité, mais existant entre glyphosate et cancer. Le fait que le glyphosate soit une molécule intrinsèquement toxique, son danger donc, ne fait d'ailleurs pas vraiment l'objet d'une controverse scientifique, mais plutôt d'une forme de consensus, comme le rappelle le toxicologue Xavier Coumoul, directeur de l'équipe de l'INSERM Métatox, dans un entretien à Mediapart. Peut-on considérer que le glyphosate, c'est une molécule qui est toxique? Alors oui, sans doute possible. Oui, le glyphosate est toxique. C'est la question de l'exposition et donc du risque qui fait l'objet d'une controverse. À quelle dose? Sur quel public? Avec quelle régularité? Voilà les questions sur lesquelles les scientifiques se penchent et sur lesquelles il y a justement controverse. Bon ok, me direz-vous, admettons, mais l'étude de l'AHS qu'on nous ressort à toutes les sauces, elle montre bien qu'il n'y a pas de lien entre glyphosate et cancer à exposition normale chez les agriculteurs, non? Eh bien sachez qu'elle est prise en compte par le CIRC et fait également partie du corpus étudié par l'INSERM au passage. Mais elle a juste été évaluée au regard d'autres études menées sur le sujet. Bah oui, l'étude AHS, c'était pas la seule à avoir suivi les effets du glyphosate sur les humains. Et ces autres études, elles concluent bien à une présomption de lien entre glyphosate et certains cancers, comme le lymphome non-hodgkinien. Comme le CIRC le précise, toujours dans son communiqué, signe que cette étude a pris une ampleur qui la dépasse largement dans le débat public, l'Agricultural Health Study a été décrite comme l'étude la plus puissante, mais ce n'est pas exact.
Bien que l'AHS soit une étude de grande envergure et bien menée, ses résultats sur le glyphosate et le risque de lymphome non-Hodgkinien ne contrebalancent pas ceux des autres études. Et en plus, sachez qu'en 2019, d'autres analyses et méta-analyses sont venues confirmer les résultats du CIRC, indiquant notamment des risques accrus allant de 36 à 45% de développement de lymphome non-Hodgkinien chez les agriculteurs. Ok, mais alors, les évaluations du risque menées par les agences de contrôle, pourquoi concluent-elles unanimement à l'innocuité du glyphosate alors? Eh bien pour deux raisons principales, qui n'ont en fait pas grand-chose à voir avec les notions de danger et de risque. Pour beaucoup de scientifiques, comme à nouveau Xavier Coumoul, la première raison pour laquelle les agences telles que l'EFSA tentent à minimiser le risque, c'est parce qu'elles opèrent avec des méthodologies différentes. Les agences évaluent ainsi un corpus très largement dominé par les études réglementaires livrées par les industriels eux-mêmes. Et que forcément, au milieu d'un océan d'études allant dans le sens de l'innocuité du glyphosate, les quelques études indépendantes prises en compte ne permettent pas de contrebalancer l'avis. Et ce, d'autant plus que l'EFSA peut écarter un certain nombre d'études scientifiques s'il les considère comme non pertinentes. Le CIRC, lui, comme l'INSERM, s'appuie sur l'ensemble de la documentation scientifique revue par les pairs disponibles, que ce soit in vitro ou in vivo, sur le glyphosate, ses composés liés et son métabolite. Et le problème de la méthode des agences de contrôle, c'est entre autres son manque de transparence. Les études des industriels sont parfaitement inaccessibles et protégées par le secret des affaires. Aucune équipe de scientifiques n'a accès ni aux études, ni aux données brutes fournies par les industriels. L'autre raison avancée, notamment par Laurence Huck, toxicologue à l'INRAE, c'est la scientifique très énervée qu'on a vue sur Combini, et Jean-Noël Jouzel, sociologue du CNRS spécialisé dans les controverses de santé environnementale, c'est que l'EFSA considère par défaut que les vêtements et protections individuelles des utilisateurs des pesticides réduisent de 85 à 95% le niveau de contamination des professionnels. Or, comme le précise Jean-Noël Jouzel, notamment dans cette émission de Secrets Toxiques et dans son livre paru en 2019, Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait, cela ne correspond pas du tout à la pratique réelle des agriculteurs. Ces derniers n'appliquent presque jamais l'ensemble des procédures de protection lorsqu'ils sont en contact avec le glyphosate. Et donc à chaque traitement, tu mets ça à chaque fois en fait? Alors, il faudrait. Il faudrait, tu le fais pas à chaque fois? Pas toujours. Mais c'est pas de la mauvaise volonté de leur part, hein. C'est juste que ces procédures entravent très largement la pratique réelle de leur travail agricole. S'ils devaient s'y soumettre, ils perdraient un temps et une énergie considérables, peu compatibles avec leur métier. Les agences de contrôle n'évaluent donc pas plus le risque que le CIRC ou l'INSERM. Elles opèrent simplement avec une méthodologie de sélection des études qui fait la part belle aux études réglementaires fournies par les industriels et comptent sur la bonne conduite des agriculteurs pour qu'ils assurent eux-mêmes une part substantielle de leur sécurité sanitaire. Bref, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les trois arguments phares déployés par les défenseurs du glyphosate pour verrouiller le consensus scientifique sont largement décriés par la communauté scientifique elle-même. Alors, que retenir de cette interminable polémique sur le glyphosate? Tout d'abord que si le sujet est de plus en plus traité par les scientifiques, les recherches demeurent à ce stade, pour la plupart, récentes et très prudentes. Contrairement à une idée reçue, le glyphosate n'était pas tant étudié que ça avant une époque récente. Nous avons typiquement là affaire à une controverse scientifique, une situation très fréquente dans la science en train de se faire. Et il serait bien présomptueux de trancher définitivement la question scientifique en appelant à un prétendu consensus qui n'existe pas. Le glyphosate est-il dangereux? Vraisemblablement, oui. Mais pose-t-il un problème de santé publique? À ce stade, la meilleure des réponses et probablement la plus humble, on ne sait pas. Quant à son impact sur l'environnement et la biodiversité, on ne l'a pas traité ici car la vidéo est déjà bien assez longue, mais sachez que les conclusions sont peu ou prou les mêmes. C'est vraisemblablement dangereux, mais on ne sait pas à quel point. Cependant, il faut bien admettre que depuis plusieurs années, les scientifiques sont de plus en plus nombreux à alerter sur les risques potentiels de développement de maladies liées au glyphosate. Et d'après les conclusions de nombreuses études, demander l'application du principe de précaution en attendant le développement de plus de recherches ne semble pas totalement infondé. Ou en tout cas, ça n'a rien d'irrationnel. Nous avons peut-être là affaire à la polémique médiatico-scientifique la plus vaste, la plus complexe et la plus totale de ces dernières décennies.
Et c'est peut-être justement parce que la science ne sait pas, alors que le glyphosate est absolument partout, que le traitement est aussi électrique. Chaque nouvelle annonce, médiatique ou scientifique, est attendue comme un feuilleton et mobilisée par chacun des deux camps dans sa démonstration pour tenter de mettre un point final à cette polémique. Le monde entier paraît ainsi suspendu aux derniers résultats scientifiques qui viendraient enfin clore le débat et donner raison à un camp sur un autre. Mais n'est-ce pas là en demander un peu trop à la science ? Hélène Blanchou, chercheuse spécialisée dans le domaine des pesticides au CNRS et experte au pôle de phytopharmacovigilance de l'ANSES, insiste sur le fait que suivre ce pesticide particulier, que ce soit dans l'environnement ou dans la population, relève de l'épine dans la botte de foin. Étant surexposé à un nombre absolument colossal de molécules, à diverses doses et à divers temps d'exposition, les scientifiques seront toujours très en peine de déterminer un lien de causalité pour des molécules qui, comme le glyphosate, semblent avoir des effets diffus, peut-être cumulatifs, mais sans entraîner de toxicité aiguë. Parce que, paradoxalement, comme le rappellent de très nombreux scientifiques, le glyphosate n'est pas à ce stade le pesticide le plus problématique en matière de santé humaine. Hélène Blanchou précise ainsi que des centaines de pesticides ont été retirés progressivement du marché, justement parce qu'il était dans ces cas-là beaucoup plus facile d'établir des liens de dangerosité pour la santé publique. Mais que nous utilisons encore à l'heure actuelle de nombreuses molécules qui sont déjà identifiées comme potentiellement plus dangereuses que le glyphosate. Molécules qui sont généralement venues remplacer inexorablement les précédentes, exclues du marché afin d'assurer les fonctions de pesticides dont l'agriculture productiviste ne peut pas se passer. Ce constat pose de plus en plus de questions pour la communauté scientifique, car le suivi de ces molécules s'apparente désormais plutôt à une course entre industriels et scientifiques. Course qui ne cesse de s'allonger et qui semble de plus en plus perdue d'avance. C'est une des raisons pour lesquelles désormais l'INRAE étudie en profondeur les alternatives non chimiques au glyphosate et aux autres pesticides et produit de plus en plus de scénarios zéro pesticide à l'horizon 2050, comme on l'a vu dans notre vidéo L'agriculture de demain. Car on prétend souvent que la particularité du glyphosate, c'est qu'il n'existe pas d'alternative à son usage. Mais c'est en l'occurrence faux, la preuve, l'agriculture biologique existe bel et bien, y compris en grande culture, et elle n'utilise pas de glyphosate. Mais la généralisation de celle-ci entraînerait invariablement un changement de modèle agricole, impliquant plus de main-d'œuvre, moins de rendement, plus de rotation des cultures, etc. À travers le glyphosate, c'est donc surtout l'ensemble des pesticides et des pratiques agro-industrielles qui est visé. Et on peut difficilement en vouloir aux opposants de mener la bataille sur ce point particulier, tant le glyphosate est omniprésent, symbolique et nécessaire à l'agriculture productiviste d'aujourd'hui. Enfin, il faut se méfier des approches excessivement rationalistes qui prétendent trancher définitivement les questions de politique publique. La politique entièrement basée sur la raison, sans idéologie, sans biais, exclusivement scientifique, ça n'existe pas. L'interdiction du glyphosate pourrait en effet crisper une partie du monde agricole qui se tournerait vers des herbicides encore plus problématiques. Mais elle pourrait aussi accélérer la mutation nécessaire du système agricole vers un modèle plus durable. Le politique se doit de prendre tout cela en compte, et bien malin celui qui pense avoir réponse à tout. Du fait de l'immense complexité du sujet du glyphosate, comme d'autres d'ailleurs, vouloir à tout prix réduire cette question politique à une bataille pour ou contre le consensus scientifique est donc parfaitement illusoire. Invariablement, ici comme ailleurs, la décision restera du domaine et de la responsabilité du politique. Que la science ait émis des consensus sur la question, ou pas. Stop. Attendez une minute. Y a pas un truc qui vous chiffonne quand même? Une demi-heure de vidéo sur le glyphosate et pas une seule mention de l'affaire Serralini, pas une mention des Monsanto Papers, pas un mot sur les nombreuses interventions des divers mouvements sceptiques et de vulgarisation scientifique qui défendaient l'existence d'un consensus. Attendez, on serait pas passé à côté de quelque chose d'important? Oh non, me dites pas que...